Le lynx ensanglanté fixait les élèves pétrifiés avec une intensité déchirante, ses muscles tendus bloquant chaque tentative de fuite. Son comportement désespéré cachait un message si bouleversant que même les adultes les plus endurcis allaient fondre en larmes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter en indiquant depuis quelle partie du monde tu nous regardes. C'est parti. Le froid mordant de janvier enveloppait les contreforts des Alpes françaises, transformant le petit village de Saint-Martin-sur-Vercors en un tableau hivernal figé dans le temps. La neige, tombée en abondance depuis 3 jours, avait recouvert les toits des maisons, les branches des sapins et les chemins sinueux qui menaient à l'école primaire du village. Pour les habitants, c'était simplement un autre hiver rigoureux. Pour Émilie Rousseau, institutrice de CM2, ce jeudi matin allait bouleverser non seulement sa vie, mais celle de tous ses élèves. Le jour se levait à peine lorsqu'Émilie quitta sa petite maison en pierre, son écharpe en laine enroulée jusqu'au menton, son cartable chargé de copies à corriger. À 32 ans, elle enseignait depuis 7 ans dans cette école de campagne, aimée de ses élèves pour sa douceur et sa passion contagieuse pour la nature. Originaire de Lyon, elle avait choisi cette affectation isolée pour se rapprocher des montagnes qu'elle chérissait tant. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que la nature qu'elle admirait tant allait faire irruption dans sa classe de la manière la plus inattendue qui soit. « Bonjour, Madame Rousseau », lancèrent en chœur les élèves lorsqu'elle entra dans la salle de classe à 8h30 précise, ses joues encore rosies par le froid. « Bonjour les enfants », répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Sortez vos cahiers de sciences. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux qui hibernent pendant l'hiver. » Lucas, un garçon aux yeux vifs assis au premier rang, leva immédiatement la main. « Est-ce que les lynx hibernent, madame ?» Émilie sourit face à cette curiosité. « Non, Lucas, les lynx ne hibernent pas. Ils restent actifs tout l'hiver, même s'ils doivent chasser dans la neige. Mais ils deviennent plus rares à observer, car ils se déplacent moins. » Elle ne pouvait imaginer à quel point cette question était prémonitoire. À 10 heures, alors que les élèves travaillaient silencieusement sur leurs exercices, un bruit sourd retentit contre la porte de service située à l'arrière de la classe. Cette entrée, rarement utilisée, donnait directement sur la forêt qui bordait l'école. Émilie fronça les sourcils. « Continuez votre travail », murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « C'est peut-être Monsieur Martin qui déblaye la neige. » Lorsqu'elle entr'ouvrit la porte, le souffle glacial de l'hiver s'engouffra dans la pièce, mais ce n'était pas le concierge qui se tenait là. Le cœur d'Émilie manqua un battement. Devant elle, haletant, sa fourrure tachetée couverte de neige, se tenait un jeune lynx boréal. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'animal se faufila entre ses jambes et bondit dans la classe. Les cris des enfants résonnèrent instantanément. « Un loup, un loup !» hurla Sophie, grimpant sur sa chaise. « Ce n'est pas un loup, c'est un lynx », corrigea Lucas, les yeux écarquillés de terreur et d'émerveillement mêlés. « Restez calme et ne bougez pas », ordonna Émilie d'une voix qu'elle voulait assurer mais qui trahissait sa propre peur. « Personne ne crie, personne ne court. Les lynx n'attaquent pas les humains sauf s'ils se sentent menacés. » Le félin sauvage, visiblement épuisé, s'était réfugié sous le bureau au fond de la classe. Ses oreilles à pinceaux caractéristiques étaient plaquées en arrière, et ses yeux ambrés scrutaient la salle avec une méfiance teintée de « Était-ce de la détresse ?» Émilie, téléphone en main, contacta immédiatement les services d'urgence. « Allô, police ? Nous avons une situation à l'école de Saint-Martin. »« Un lynx sauvage est entré dans ma classe. »« Oui, un lynx. » Non, personne n'est blessé pour l'instant. 23 élèves, tous entre 10 et 11 ans. D'accord, nous attendons. La réponse était claire. Évacuer la classe immédiatement. Une équipe de l'Office français de la biodiversité était en route, mais mettrait au moins 1 heure à arriver compte tenu des routes enneigées. Les enfants, chuchota Émilie, nous allons sortir de la classe très lentement, un par un, en commençant par ceux qui sont les plus proches de la porte principale.
Mais lorsque Léa, la première élève, se leva doucement de sa chaise, le lynx émit un feulement et sortit de sa cachette, se positionnant devant la porte principale, comme s'il refusait délibérément de les laisser partir. « Il nous bloque le passage, madame », murmura Théo, le visage pâle. Émilie sentit la panique monter en elle, mais son instinct de protection était plus fort. « Retournez à vos places, doucement. Nous allons essayer par l'autre porte. » Mais à nouveau, lorsqu'ils tentèrent d'approcher la porte de service, l'animal se déplaça pour bloquer cette sortie également. Son comportement était déconcertant. Il ne semblait pas agressif, juste, déterminé à les garder dans la classe. « C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose », observa Lucas, dont la peur initiale semblait céder la place à une curiosité grandissante. Émilie l'observa plus attentivement. Le lynx boitait légèrement de la patte avant gauche, et maintenant qu'elle y prêtait attention, elle remarqua une tache sombre sur son flanc. Du sang. « Il est blessé », murmura-t-elle. « C'est peut-être pour ça qu'il est entré ici. Il cherche refuge. » Le temps passait avec une lenteur insupportable. Dehors, la neige s'était remise à tomber, réduisant encore la visibilité. Les parents, alertés par la direction, commençaient à se rassembler devant l'école, tenus à distance par le directeur qui avait établi un périmètre de sécurité. Dans la classe, une étrange accalmie s'était installée. Les enfants, d'abord terrifiés, observèrent maintenant l'animal avec une fascination croissante. Le lynx s'était couché près du radiateur, léchant sa blessure, tout en gardant un œil vigilant sur le groupe. « Madame », chuchota Élodie, une élève particulièrement sensible, « on dirait qu'il a peur aussi. » Cette simple observation changea quelque chose dans l'atmosphère de la salle. La peur collective commençait à se transformer en empathie. « Les lynx sont des animaux très rares et protégés », expliqua doucement Émilie, saisissant l'opportunité d'un enseignement impromptu. « Celui-ci est jeune, probablement séparé de sa mère. Il doit être terrifié. »« Comme moi quand je me suis perdu au supermarché », murmura Maxime, provoquant quelques rires nerveux qui détendirent légèrement l'atmosphère. Soudain, le lynx se redressa, les oreilles en alerte. Des voix fortes résonnaient dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et 2 gendarmes apparurent, suivis du maire du village. « Tout le monde va bien ?» demanda l'un des gendarmes, évaluant rapidement la situation. « Oui », répondit Émilie. « L'animal ne nous a pas attaqués. Il semble blessé. »« Les agents de l'OFB seront là dans 20 minutes, » annonça le maire. « Ils ont apporté une cage et un fusil tranquillisant. En attendant, nous allons évacuer les enfants. » Mais dès que les gendarmes firent un pas dans la classe, le lynx se mit à gronder, ses muscles tendus prêts à bondir. Émilie, dans un geste instinctif, se plaça entre l'animal et les nouveaux arrivants. « Attendez, » dit-elle. « Vous l'effrayez. Il n'a nulle part où aller et il est blessé. Il pourrait devenir dangereux s'il se sent acculé. » Le maire semblait sceptique. « Madame Rousseau, c'est un prédateur sauvage, pas un chat domestique. »« Je sais, mais... » Elle hésita, cherchant les mots justes. Il y a quelque chose d'étrange dans son comportement. Il ne cherche pas à s'enfuir ou à nous attaquer. C'est comme s'il attendait quelque chose. Lucas, qui observait le lynx avec une intensité remarquable, s'avança soudainement. « Madame, regardez son cou. » Émilie plissa les yeux. Autour du cou du félin, à peine visible sous l'épaisse fourrure, se trouvait ce qui semblait être un collier usé, à moitié caché par la fourrure et la saleté. « Il porte un collier », murmura-t-elle stupéfaite. « Ce n'est pas un lynx entièrement sauvage. » Le gendarme s'approcha prudemment de la fenêtre pour mieux voir. « Vous avez raison. Ce pourrait être un animal échappé d'un centre de réhabilitation ou même d'une collection privée illégale. » Cette révélation changeait tout. Si ce lynx avait eu un contact humain antérieur, son comportement inhabituel prenait soudain un sens. Mais pourquoi était-il blessé? Et pourquoi semblait-il si désespérément vouloir rester dans cette classe avec ces enfants qu'il ne connaissait pas?
Dehors, le vent s'intensifiait, faisant tourbillonner la neige contre les vitres. L'école semblait isolée du reste du monde, comme si le temps s'était suspendu dans cette classe où humain et animal sauvage se retrouvaient dans une confrontation silencieuse dont l'issue restait incertaine. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce lynx portait avec lui une histoire plus déchirante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Une histoire qui allait bouleverser non seulement cette journée d'hiver, mais aussi la vie de toute une communauté. La nouvelle concernant le collier du lynx se répandit rapidement dans la pièce, transformant la peur en une curiosité collective. Les enfants, naturellement résilients, commençaient déjà à donner des noms à leurs visiteurs inattendus. « On devrait l'appeler Étoile », suggéra Sophie, à cause de la tache blanche sur son front. « Non, Fantôme, parce qu'il est apparu comme par magie », contra Théo. Émilie, bien que touchée par cette adaptation rapide de ses élèves, restait vigilante. Un animal blessé, même partiellement apprivoisé, pouvait être imprévisible. Les gendarmes s'étaient retirés dans le couloir pour conférer avec le maire, laissant la porte entr'ouverte. De temps à autre, leurs regards inquiets se posaient sur la scène surréaliste qui se déroulait dans la classe. Le lynx, semblant avoir compris qu'il n'était plus en danger immédiat, s'était légèrement détendu. Sa respiration restait laborieuse, mais ses yeux, d'un ambre profond, paraissaient moins méfiants. Il observait les enfants avec une intelligence troublante, comme s'il évaluait chacun d'eux. « Je pense qu'il a soif », chuchota Lucas, toujours le plus observateur du groupe. « Regardez comme il passe sa langue sur ses babines. » Émilie hésita. Donner de l'eau à l'animal semblait logique, mais s'approcher de lui était risqué. « Je vais essayer », décida-t-elle finalement. Elle prit sa propre bouteille d'eau et versa lentement son contenu dans un bol en plastique qu'elle utilisait habituellement pour les expériences de science. Puis, avec des mouvements mesurés, elle s'approcha du lynx, s'accroupit à une distance respectueuse et déposa le bol au sol avant de reculer. L'animal renifla l'air, puis s'avança prudemment. Après une hésitation, il commença à laper l'eau, ses yeux ne quittant jamais Émilie. « Il vous fait confiance, madame », murmura Élodie, impressionnée. Ce simple acte sembla établir un fragile lien entre l'institutrice et le félin. Dehors, les premières sirènes des véhicules de l'Office français de la biodiversité résonnaient dans la vallée enneigée. Le directeur de l'école, Monsieur Blanc, un homme dans la cinquantaine dont les cheveux grisonnants trahissaient des années de responsabilité, entra discrètement dans la classe. « Les spécialistes de la faune sauvage viennent d'arriver », annonça-t-il à voix basse. « Ils sont en train de s'équiper. Tout le monde va bien ici ?» Émilie acquiesça. « Pour l'instant, oui. L'animal semble s'être calmé. Nous avons découvert qu'il porte un collier. » Cette information parut surprendre le directeur. « Un collier? Alors ce n'est pas un animal sauvage ?»« Pas entièrement en tout cas, » répondit Émilie, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas peur d'être en présence d'humains. Le lynx avait terminé de boire et s'était recouché près du radiateur, léchant à nouveau sa blessure. J'ai contacté tous les parents, poursuivit Monsieur Blanc. Beaucoup sont déjà dehors, inquiets comme vous pouvez l'imaginer. Les agents de l'OFB veulent évacuer les enfants avant d'intervenir. À cet instant, comme s'il comprenait la conversation, le lynx se redressa. Sa posture n'était pas menaçante, mais déterminée. Il se plaça à nouveau entre les élèves et la porte. « C'est incroyable », murmura le directeur. « On dirait qu'il ne veut pas que les enfants partent. » Lucas, dont la passion pour les animaux était connue de tous, se leva lentement de sa chaise. « Monsieur, madame, je crois que j'ai compris. Le lynx n'est pas entré ici par hasard. Il cherche de l'aide. »« De l'aide » répéta le directeur sceptique. « Oui, » insista Lucas. « Il est blessé, il porte un collier, donc il connaît les humains. Il aurait pu entrer dans n'importe quel bâtiment du village,
mais il a choisi l'école. Pourquoi? Un silence pensif s'installa. Émilie réfléchissait aux paroles de son élève. Aussi improbable que cela puisse paraître, l'idée que le lynx cherchait délibérément un refuge sûr, un endroit où il pourrait trouver de l'aide, n'était pas totalement absurde. Les lynx sont intelligents, ajouta Lucas, avec l'assurance d'un enfant qui a passé des heures à dévorer les documentaires animaliers. Peut-être qu'il sait que les humains peuvent l'aider. À cet instant, la porte s'ouvrit plus largement et 2 agents de l'OFB entrèrent, équipés de combinaisons protectrices et d'une cage de transport. L'un d'eux tenait un fusil à fléchette tranquillisante. « Bonjour, je suis Marc Delorme, vétérinaire spécialisé en faune sauvage », se présenta le premier. « Et voici ma collègue, Claire Renaud, biologiste. Nous sommes là pour gérer la situation en toute sécurité. » Le lynx, à la vue des nouveaux arrivants, se tendit immédiatement. Un grondement sourd monta de sa gorge. « Il a peur », dit Émilie, s'interposant instinctivement. « Il s'était calmé, mais votre équipement l'effraie. » Marc Delorme observa la scène avec un intérêt professionnel. « C'est inhabituel. Normalement, un lynx cherche à fuir la présence humaine à tout prix. Celui-ci montre un comportement très atypique. Il porte un collier, expliqua Émilie. Nous pensons qu'il a peut-être été en captivité. » Un collier? Claire Renaud s'avança prudemment pour mieux voir. Effectivement, ce n'est pas un collier émetteur standard utilisé pour le suivi scientifique. On dirait plutôt un collier domestique. Un lynx domestique, s'étonna le directeur. Est-ce même légal? Non, répondit fermement Marc. La détention privée de lynx est strictement réglementée en France. Seuls quelques parcs zoologiques et centres de conservation autorisés peuvent en héberger. Claire s'était approchée d'une des fenêtres, scrutant les alentours enneigés. Il y a des traces de sang dans la neige, menant jusqu'à l'école. Il a dû parcourir une certaine distance blessé. Pendant ce temps, les enfants observaient l'animal avec une fascination croissante. La peur initiale s'était presque entièrement dissipée, remplacée par un mélange de curiosité et de compassion. « Pouvez-vous le soigner ?» demanda Élodie, s'adressant directement au vétérinaire. « Il a l'air d'avoir mal. » Marc sourit doucement face à cette préoccupation sincère. « C'est pour ça que nous sommes là. Mais d'abord, nous devons vous mettre tous en sécurité. » « Mais il ne nous laisse pas partir, » fit remarquer Sophie. Le vétérinaire échangea un regard avec sa collègue. La situation était effectivement inhabituelle. Un plan d'évacuation standard ne semblait pas adapté. « Peut-être pourrions-nous essayer une approche différente », suggéra Claire. « Si cet animal a été en contact avec des humains, il pourrait répondre à certains stimuli familiers. » Elle sortit de sa poche un petit sachet. « C'est de la viande séchée que nous utilisons parfois pour attirer les animaux lors des captures scientifiques. » Avec des gestes lents, elle déposa quelques morceaux à l'entrée de la cage de transport qu'ils avaient amenée. Le lynx observa, immobile, mais ne s'approcha pas. « Il est trop intelligent pour ça, » murmura Lucas à Émilie. « Il sait ce qu'est une cage. » Comme pour confirmer cette observation, l'animal se détourna ostensiblement de l'appât, retournant s'allonger près du radiateur. « Nous pourrions utiliser le tranquillisant », proposa Marc à voix basse. « Non », s'exclama spontanément Lucas. « Vous pourriez aggraver sa blessure. Et s'il tombait mal, il a déjà perdu du sang. » Le vétérinaire considéra l'argument avec sérieux. « C'est une préoccupation valide. Le stress et l'anesthésie pourraient effectivement compliquer son état, surtout si nous ne connaissons pas l'étendue de ses blessures. » Dehors, l'agitation grandissait. Les parents s'impatientaient, les journalistes locaux commençaient à arriver, attirés par cette histoire inhabituelle. « Nous devons prendre une décision », pressa le directeur. « La situation devient intenable. » C'est alors que le téléphone d'Émilie vibra dans sa poche. Le numéro qui s'affichait était celui d'Antoine Mercier,
un garde forestier qu'elle connaissait bien pour l'avoir souvent invitée à faire des présentations dans sa classe. Sans trop savoir pourquoi, elle décrocha. « Émilie, j'ai appris ce qui se passe à l'école. Ce lynx, est-ce qu'il porte un collier bleu avec une petite médaille en forme de lune ?» Le cœur d'Émilie manqua un battement. « Oui, comment le sais-tu » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis la voix d'Antoine chargée d'émotion. « C'est Lune. Il s'appelle Lune, et il appartient à ma fille, Léa. Ou plutôt, il était à elle. »« Ta fille ?» Émilie était confuse. « Je ne comprends pas. Je t'expliquerai. Je suis en route vers l'école. Dis aux agents de l'OFB de ne rien faire avant mon arrivée. Ce lynx, il y a une histoire que vous devez tous connaître. » La communication se coupa, laissant Émilie avec plus de questions que de réponses. Elle se tourna vers les agents, le directeur et finalement vers ses élèves qui attendaient en silence. « Quelqu'un arrive, » annonça-t-elle. « Quelqu'un qui connaît ce lynx. Il s'appelle Lune. » À l'évocation de ce nom, le félin redressa la tête, ses oreilles pointant soudainement vers l'avant. Pour la première fois depuis son arrivée, ses yeux ambrés semblaient s'illuminer d'une lueur d'espoir. L'attente semblait interminable. Dans la classe, une atmosphère d'anticipation avait remplacé la peur initiale. Lune, maintenant qu'il connaissait son nom, paraissait plus familier, moins menaçant. Le félin s'était légèrement détendu, sa vigilance toujours présente mais moins agressive. De temps à autre, il tournait la tête vers la fenêtre, comme s'il attendait lui aussi l'arrivée de quelqu'un. Marc Delorme, le vétérinaire, s'était accroupi à distance respectueuse pour observer l'animal avec un œil professionnel. « Sa blessure ne semble pas très profonde, » murmura-t-il à sa collègue. « Mais il est désorienté et affaibli. Je voudrais l'examiner correctement dès que possible. » Claire Renaud, la biologiste, prenait des notes sur son carnet. « Ce comportement est fascinant. Un lynx qui cherche délibérément la compagnie humaine, qui plus est dans une école. C'est sans précédent dans la littérature scientifique. » Les enfants, devenus étrangement calmes, observaient l'animal avec une curiosité respectueuse. Lucas, qui n'avait pas quitté le lynx des yeux, s'approcha d'Émilie. « Madame, est-ce que c'est légal d'avoir un lynx comme animal de compagnie ?» La question flottait dans l'air depuis la révélation du garde forestier. Émilie chercha ses mots, consciente que tous les élèves écoutaient. « Non, Lucas. Les lynx sont des espèces protégées. On ne peut pas les garder comme des chats ou des chiens. Il doit y avoir une explication particulière. » Le bruit d'un moteur qui s'approchait attira leur attention. Par la fenêtre, ils virent un véhicule tout-terrain du parc national se frayer un chemin dans la neige. Antoine Mercier en descendit précipitamment, gravissant les marches de l'école 4-à-4. Quelques instants plus tard, il apparaissait à la porte de la classe, essoufflé, son uniforme vert de garde forestier couvert de neige. Son regard se posa immédiatement sur le lynx. « Lune », murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. À l'évocation de son nom, l'animal tourna la tête vers le nouveau venu. Ses oreilles se dressèrent, et un petit son guttural s'échappa de sa gorge. Ce n'était ni un feulement ni un grondement, mais presque un gémissement. « Tu me reconnais, n'est-ce pas ?» Antoine s'avança lentement dans la pièce, sous le regard vigilant des agents de l'OFB. « Antoine, » intervint Marc Delorme, « tu connais cet animal? Comment est-ce possible ?» Le garde forestier ne répondit pas immédiatement. Il s'accroupit à quelques mètres du lynx, tendant doucement la main, paume vers le haut. Contre toute attente, Lune s'approcha prudemment, reniflant l'air dans sa direction. « C'est une longue histoire, » dit finalement Antoine, sans quitter l'animal des yeux. « Une histoire que je n'ai jamais racontée publiquement, pour des raisons que vous comprendrez bientôt. » Il se tourna vers Émilie, puis vers les enfants, avant de revenir aux agents de l'OFB. Son visage trahissait un conflit intérieur, comme s'il hésitait entre son devoir professionnel et quelque chose de plus personnel, de plus profond. « Il y a 3 ans, commença-t-il, ma fille Léa avait 8 ans.
Nous vivions alors dans une maison forestière isolée, à la lisière du parc national. Un matin de mai, en faisant ma ronde habituelle, j'ai trouvé une femelle lynx morte, braconnée. À côté d'elle, miraculeusement vivant, se trouvait un minuscule chaton, à peine âgé de quelques semaines. Antoine marqua une pause, comme submergé par les souvenirs. Dans la classe, personne n'osait interrompre ce récit. Même le lynx semblait écouter, ses yeux ambrés fixés sur le garde forestier. J'aurais dû le signaler immédiatement, le confier à un centre de réhabilitation, c'est le protocole, mais sa voix se brisa légèrement. Léa était malade, très malade, une leucémie diagnostiquée quelques mois plus tôt. Les traitements étaient éprouvants et elle s'enfonçait dans une dépression que rien ne semblait pouvoir atténuer. Alors, j'ai pris une décision que je savais contraire à l'éthique, à la loi, à tout ce que je défendais professionnellement. Claire Renaud échangea un regard avec son collègue. Il commençait à comprendre. J'ai ramené le chaton à la maison, poursuivit Antoine. Je l'ai présenté à Léa comme un patient temporaire que nous devions soigner avant de le relâcher. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Le petit lynx et ma fille ont développé un lien inexplicable. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, Léa souriait, riait même. Elle l'a appelée Lune à cause de cette tache en forme de croissant sur son oreille droite. Instinctivement, tous les regards se portèrent vers l'oreille de l'animal où effectivement, une marque en forme de croissant de lune se distinguait dans la fourrure. Les médecins ont remarqué un changement chez Léa. Son moral s'améliorait et étonnamment, son corps répondait mieux au traitement. Lune dormait au pied de son lit, l'accompagnait pendant ses convalescences. J'ai aménagé notre jardin pour qu'il puisse y vivre discrètement à l'abri des regards. J'ai consulté en secret des vétérinaires pour ses vaccins, sa santé. Tout cela était illégal, je le savais, mais c'était pour votre fille, termina doucement Émilie, comprenant la terrible position dans laquelle s'était trouvé cet homme. Antoine hocha la tête, reconnaissant. Exactement. Léa et Lune ont grandi ensemble. Au fil des mois, l'animal a pris des forces, tout comme ma fille. Sa leucémie est entrée en rémission. Les médecins parlaient de miracle médical. Moi, je regardais simplement ce lien incompréhensible entre une enfant malade et un prédateur sauvage, et je me demandais si la science pouvait tout expliquer. Lune s'était encore rapprochée d'Antoine, suffisamment près maintenant pour que l'homme puisse toucher son pelage. Avec une douceur infinie, il effleura la tête du lynx, qui ferma brièvement les yeux à ce contact. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Lucas, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. Le visage d'Antoine s'assombrit. Il y a 6 mois, Léa a fait une rechute, brutale, inattendue. Elle a dû être hospitalisée d'urgence à Grenoble. Je ne pouvais pas emmener Lune, évidemment. Je l'ai confiée à un ami, un autre garde forestier qui connaissait notre secret. Mais Lune s'est échappé. Il a disparu dans la forêt. J'ai essayé de le retrouver, passé des nuits à l'appeler, mais il secoua la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Il était retourné à l'état sauvage, je suppose. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. « Et votre fille ?» demanda doucement Élodie, la voix tremblante. Antoine prit une profonde inspiration. Léa est toujours à l'hôpital. Son état s'est aggravé depuis la disparition de Lune. C'est comme si elle avait perdu sa force, son envie de se battre. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais... Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui s'abattit sur la classe était lourd de compréhension et d'émotion. Marc Delorme s'éclaircit la gorge, visiblement touché par ce récit. « Antoine, je comprends la situation, vraiment. Mais tu sais que nous ne pouvons pas ignorer la loi. Ce lynx est une espèce protégée et malgré les circonstances... » « Je sais, coupa Antoine. Je ne demande pas à le garder. Pas maintenant. Mais je crois comprendre pourquoi il est venu ici. » Il se tourna vers Émilie. «
Tu as souvent invité des intervenants dans ta classe. Je suis venu plusieurs fois parler de mon métier, de la forêt. Une fois, j'ai montré des photos de ma maison, de mon jardin, et sans le vouloir, de Léa avec Lune. Les enfants se souviennent peut-être. Quelques élèves hochèrent la tête, leurs souvenirs ravivés par cette révélation. Je pense que Lune a été blessée, peut-être par un autre prédateur ou un braconnier. Dans sa détresse, il a cherché un lieu familier, un endroit associé à des souvenirs positifs. Et d'une manière ou d'une autre, il s'est rappelé de cette classe, de ses enfants. Cette explication, aussi improbable qu'elle puisse paraître, semblait être la seule qui faisait sens. Les lynx étaient connus pour leur intelligence et leur mémoire exceptionnelle. Ce que je ne comprends pas, dit Claire Renaud, c'est pourquoi ils refusent de laisser partir les enfants. Pourquoi bloquer les sorties? Antoine observa longuement le comportement de l'animal, puis son regard s'illumina d'une compréhension soudaine. « Ce n'est pas les enfants qu'il retient, » murmura-t-il. « C'est nous qu'il essaie de garder ici. Il veut que nous le suivions. »« Nous suivre ?» répéta Émilie, perplexe. « Où ça ?» Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent sous le poids d'une terrible hypothèse. « Mon Dieu, Léa. Il veut nous conduire à Léa. » À cet instant précis, Lune se leva et se dirigea vers la porte de service, celle qui menait vers la forêt. Arrivé là, il se retourna et fixa intensément les humains, comme s'il attendait qu'ils comprennent enfin son message. Un silence stupéfait s'abattit sur la classe. Les paroles d'Antoine résonnaient encore dans l'air. « Il veut nous conduire à Léa », tandis que Lune, le lynx blessé, continuait de fixer les humains depuis la porte, son intention désormais évidente pour tous. Marc Delorme fut le premier à rompre le silence. « C'est impossible. Les animaux ne pensent pas comme ça. Ils cherchent probablement juste à retourner dans un environnement familier. » « Non, » intervint Lucas avec la conviction inébranlable de l'enfance. « Regardez-le. Il attend qu'on le suive. » Le vétérinaire secoua la tête. « Je comprends l'émotion que suscite cette situation, mais nous devons rester rationnels. Ce lynx est blessé et a besoin de soins. Quant aux enfants, ils doivent être évacués en toute sécurité. »« Où est Léa maintenant ?» demanda Émilie à Antoine, ignorant délibérément les objections du vétérinaire. « À l'hôpital de Grenoble, » répondit Antoine, son regard ne quittant pas Lune. « Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à hier. Mais elle... » Il hésita, comme s'il redoutait de prononcer les mots suivants. « Elle a fugué, hier soir. Les médecins m'ont appelé ce matin à l'aube. Personne ne sait où elle est. » Cette révélation provoqua un hoquet collectif de surprise. Le directeur de l'école s'avança, le visage grave. « Vous pensez que votre fille pourrait être dans la forêt? Par ce temps? C'est extrêmement dangereux, surtout dans son état de santé. » Antoine acquiesça, le visage ravagé par l'inquiétude. « C'est ma pire crainte. Je devais la rejoindre à l'hôpital aujourd'hui. Elle attendait peut-être cette visite, mais quelque chose a dû se passer. Les infirmières m'ont dit qu'elle parlait souvent de Lune ces derniers temps, qu'elle disait vouloir le revoir une dernière fois. »« Une dernière fois » répéta doucement Élodie, saisissant l'implication terrible de ces mots. Antoine ne répondit pas, mais son expression disait tout. L'état de Léa s'était aggravé au point que les médecins avaient probablement évoqué l'inévitable. « Elle connaît la forêt », poursuivit-il. « Elle m'a souvent accompagné lors de mes rondes. Si elle cherchait Lune, elle aurait pu aller à notre ancienne maison forestière où... » Sa voix se brisa sous le poids de la réalisation. « Oh mon Dieu, la clairière. Elle est peut-être allée à la clairière où nous avons trouvé Lune. » Comme pour confirmer cette hypothèse, le lynx émit un son aigu, presque plaintif, tout en faisant quelques pas vers l'extérieur, avant de revenir vers eux. « Je dois y aller », décida Antoine en se redressant. « Maintenant. » Marc et Claire échangèrent un regard préoccupé. « Tu ne peux pas partir seul dans ces conditions », objecta Claire.
La tempête s'intensifie. Si ta fille est vraiment dehors, chaque minute compte. Il faut organiser une équipe de recherche. Ça prendrait trop de temps, répliqua Antoine. Et je connais ces bois mieux que quiconque. Je viens avec toi, déclara Émilie, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Léa était mon élève avant sa maladie. Je connais la clairière dont tu parles. À deux, nous aurons plus de chances de la retrouver. Le directeur s'interposa. Émilie, c'est de la folie. Tu as la responsabilité de tes élèves. Nous devons les évacuer et laisser les professionnels s'occuper de cette situation. Mais Émilie avait pris sa décision, guidée par une certitude inexplicable. Monsieur Blanc, les enfants seront en sécurité avec vous et les agents de l'OFB. Mais si Léa est vraiment dans la forêt, dans son état par ce froid, elle laissa sa phrase en suspens, mais tous comprirent l'urgence de la situation. Chaque minute passée à débattre pouvait être fatale pour une enfant malade, exposée aux éléments. « Je veux venir aussi », déclara Lucas, se levant de sa chaise. « Lune me fait confiance, je l'ai vue dans ses yeux. »« Moi aussi », renchérit Élodie. « Et moi », ajouta Théo. Bientôt, toute la classe manifestait sa volonté de participer à cette mission de sauvetage impromptue. « C'est hors de question », trancha le directeur. « Vous êtes sous notre responsabilité. Vos parents nous attendent dehors, inquiets. »« Monsieur Blanc a raison », approuva Émilie, bien qu'elle puisse lire la déception sur les visages de ses élèves. « C'est trop dangereux. Antoine et moi irons, pendant que Marc et Claire soigneront Lune ici. » Mais à ces mots, le lynx s'agita, comme s'il comprenait qu'on envisageait de le laisser derrière. Il fit quelques pas en direction d'Antoine, claudiquant légèrement, puis revint vers la porte, son intention claire. « Il veut nous guider », insista Lucas. « Il sait où elle est. » Marc Delorme, qui avait observé ce manège avec un intérêt professionnel croissant, s'approcha d'Antoine. « Je n'aurais jamais cru dire ça, mais ce comportement est remarquable. Je propose un compromis. Antoine et Émilie partent à la recherche de Léa, suivie par Lune. Claire et moi les accompagnons avec le nécessaire médical, au cas où la fillette serait en détresse. Quant aux enfants, ils restent ici, sous la surveillance du directeur et des gendarmes. » Cette solution semblait raisonnable, mais Lune, une fois de plus, manifesta son désaccord. Lorsque les adultes commencèrent à se diriger vers la porte, le lynx refusa de bouger, restant obstinément planté au milieu de la salle, les fixant avec une intensité déconcertante. « On dirait qu'il veut que tout le monde vienne », observa Claire, intriguée par ce comportement. « C'est ridicule », protesta le directeur. « Nous ne pouvons pas exposer toute une classe d'enfants à un tel danger. » Pourtant, face à l'obstination de l'animal et à l'urgence de la situation, une solution alternative commençait à se dessiner dans l'esprit d'Émilie. Et si seuls quelques élèves volontaires venaient avec nous? Ceux qui connaissaient Léa, ceux qui ont vu les photos de Lune lors des présentations d'Antoine. Avant que le directeur ne puisse protester à nouveau, Antoine intervint. La clairière n'est qu'à 20 minutes de marche. Les chemins sont difficiles avec la neige, mais pas dangereux si on est bien équipé. Nous pouvons prendre la camionnette du parc pour une partie du trajet. Un débat animé s'ensuivit, opposant prudence institutionnelle et urgence humanitaire. Finalement, un compromis fut trouvé. Lucas, Élodie et Théo, les 3 élèves qui avaient connu Léa avant sa maladie, seraient autorisés à accompagner les adultes, après obtention d'une autorisation verbale de leurs parents, contactés par téléphone. Les préparatifs se firent dans une atmosphère d'urgence contrôlée. Les gendarmes fournirent des vêtements chauds supplémentaires, des lampes torches et des talkies-walkies. Marc prépara une trousse de premiers secours renforcée, tandis que Claire rassemblait des provisions. Pendant ce temps, Lune observait ses activités avec une patience surprenante, comme s'il comprenait que son message avait enfin été reçu. Sa blessure, que Marc avait pu examiner sommairement,
s'avérait être une entaille peu profonde sur le flanc, probablement causée par une branche ou un fil barbelé. Elle saignait encore légèrement, mais ne semblait pas mettre sa vie en danger. 40 minutes après la révélation d'Antoine, l'expédition improvisée était prête à partir. Dehors, la neige avait momentanément cessé de tomber, offrant une brève accalmie dans ce qui s'annonçait comme une tempête hivernale majeure. Nous avons une fenêtre météo de 2 heures maximum, annonça l'un des gendarmes en consultant son téléphone. Après ça, les conditions deviendront trop dangereuses. Antoine hocha la tête, conscient de cette contrainte supplémentaire. Ça devrait suffire pour atteindre la clairière et revenir si nous trouvons Léa rapidement. Personne n'osa formuler l'alternative. Alors que le petit groupe se dirigeait vers le véhicule, l'une en tête malgré sa blessure, Émilie fut frappée par l'étrangeté de la situation. Quelques heures plus tôt, elle donnait tranquillement son cours de sciences sur les animaux hibernants. Maintenant, elle s'apprêtait à suivre un lynx blessé dans une forêt enneigée, à la recherche d'une enfant mourante. « Tu crois vraiment qu'il sait où est Léa ?» murmura-t-elle à Antoine alors qu'il prenait place dans la camionnette, l'une installée avec précaution à l'arrière dans une cage dont la porte restait ouverte. Antoine regarda longuement le félin avant de répondre. « Je ne sais pas. Scientifiquement, ça paraît impossible. Mais après tout ce que j'ai vu entre Léa et lui, je suis prêt à croire en l'impossible. » La camionnette démarra, s'engageant sur la route forestière partiellement déneigée. À l'arrière, les 3 enfants regardaient par la fenêtre, leur jeune visage empreint d'une gravité inhabituelle. « Combien de temps va-t-il nous falloir pour atteindre la clairière ?» demanda Marc, qui conduisait prudemment sur la route glissante. « 10 minutes en voiture, puis environ 10 minutes à pied, » répondit Antoine. « Le chemin est trop étroit pour la camionnette après le pont de pierre. » Claire, assise à l'avant, consultait une carte topographique de la région. Cette zone est isolée. Si Léa s'y trouve et qu'elle est en difficulté, il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu appeler à l'aide. Ce constat renforça l'urgence de leur mission. Derrière eux, l'une s'était redressée dans sa cage, les yeux rivés sur la route comme s'il reconnaissait le chemin. Après quelques minutes de trajet silencieux, la camionnette atteignit un petit pont de pierre qui enjambait un ruisseau partiellement gelé. Au-delà, le chemin se rétrécissait considérablement, devenant impraticable pour un véhicule. « C'est ici que nous continuons à pied », annonça Antoine en descendant du véhicule. L'une sortit immédiatement de sa cage et, malgré sa blessure, prit la tête du groupe, s'engageant sur le sentier forestier avec une détermination évidente. « Restez groupés », recommanda Marc en distribuant les lampes torches, bien que la lumière hivernale fût encore suffisante. « Et suivez exactement le même chemin que l'une. Il semble connaître le terrain mieux que nous. » Émilie prit la main d'Élodie, la plus jeune du groupe, tandis que Lucas et Théo marchaient côte à côte, leurs bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Antoine fermait la marche, son regard alternant entre le lynx qui les guidait et les traces potentielles de sa fille dans la neige. La forêt hivernale les enveloppait dans son silence ouaté, uniquement rompu par le crissement de leurs pas dans la neige et le souffle haletant de leur respiration qui formait de petits nuages de vapeur. L'une avançait d'un pas déterminé, sa silhouette tachetée contrastant avec la blancheur immaculée du paysage. Malgré sa blessure, le lynx maintenait un rythme soutenu, s'arrêtant parfois pour s'assurer que ses compagnons humains le suivaient. « Comment Léa a-t-elle pu venir jusqu'ici dans son état ?» murmura Émilie à Antoine, alors qu'il franchissait une pente particulièrement raide. Le garde forestier secoua la tête, le visage tendu par l'inquiétude. « Elle est faible, mais déterminée. Elle a toujours été comme ça, même avant sa maladie. Et puis, les médecins m'ont dit qu'elle traversait une phase qu'ils appellent l'amélioration paradoxale. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas, qui marchait juste devant eux et avait entendu la conversation. Antoine hésita, cherchant ses mots pour expliquer ce phénomène terrible à un enfant. «
C'est quand une personne très malade semble soudainement aller mieux, avoir plus d'énergie, juste avant que son état ne s'aggrave définitivement. Le silence qui suivit cette explication était lourd de compréhension, même pour les jeunes esprits qui les accompagnaient. « On va la trouver », affirma Théo avec cette conviction absolue propre à l'enfance. « Lune sait où elle est. » Comme pour confirmer ses paroles, le lynx émit un son étrange, à mi-chemin entre le miaulement et le grondement, puis accéléra légèrement le pas. Claire Renaud, qui observait l'animal avec un regard scientifique, ne pouvait dissimuler sa fascination. Son comportement défie toutes nos connaissances sur les lynx. Cette détermination, cette interaction avec les humains, c'est sans précédent. « La science n'explique pas tout », répondit simplement Antoine. Ils avançaient depuis près de 15 minutes, lorsque Lune quitta soudainement le sentier principal, s'engageant sur une piste à peine visible qui serpentait entre les sapins centenaires. Le groupe le suivit, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. La neige était plus épaisse ici, vierge de toute trace humaine récente. « Sommes-nous encore loin de la clairière ?» demanda Marc, dont l'inquiétude professionnelle grandissait à mesure que les conditions météorologiques se dégradaient. « Normalement, elle devrait être juste après cette crête, » répondit Antoine, pointant du doigt une légère élévation couverte de pins. « C'est là que nous avons trouvé Lune orphelin. » Le petit groupe redoubla d'efforts pour gravir la pente. Élodie, la plus jeune, commençait à montrer des signes de fatigue, mais ne se plaignait pas, portés par la gravité de leur mission. Au sommet de la crête, ils s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. De là, ils avaient une vue dégagée sur une partie de la vallée. Le ciel s'était assombri, annonçant le retour imminent des chutes de neige. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », avertit Claire en scrutant l'horizon. « La tempête arrive plus vite que prévu. » Antoine acquiesça, son regard balayant anxieusement les environs. La clairière est juste en contrebas. Si Léa est venue jusqu'ici, c'est là que nous la trouverons. Lune s'était immobilisée au bord de la crête, son corps tendu dans une posture d'alerte. Puis, sans avertissement, il émit un cri perçant, presque un hurlement, qui résonna étrangement dans le silence de la forêt. « Qu'est-ce qu'il fait ?» chuchota Élodie, impressionnée par ce comportement inhabituel. « Il appelle », répondit Lucas avec une certitude troublante. « Il appelle Léa. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un faible écho leur parvint, si ténu qu'ils crurent d'abord l'avoir imaginé. Mais Lune l'avait entendu. Ses oreilles à pinceau s'étaient dressées, et sans hésitation, il s'élança dans la descente, disparaissant presque immédiatement entre les arbres. « Attendez !» cria Marc. Mais Antoine était déjà parti à la suite du lynx, dévalant la pente avec une témérité née du désespoir. « Restez groupés !» ordonna Émilie aux enfants, tandis qu'ils suivaient le mouvement, glissant parfois dans la neige profonde. La descente semblait interminable, le terrain devenant de plus en plus accidenté. Des branches basses fouettaient leurs visages, la neige s'infiltrait dans leurs bottes. Pourtant, ils continuaient, guidés par les brèves apparitions de Lune qui surgissaient et disparaissaient entre les arbres comme un fantôme. Soudain, la forêt s'éclaircit. Ils débouchèrent dans une petite clairière circulaire, entourée de grands sapins dont les branches ployaient sous le poids de la neige. Au centre, un rocher plat émergeait de la couverture blanche, comme un autel naturel dans ce sanctuaire forestier. Lune se tenait immobile près du rocher, et à ses côtés, une petite silhouette recroquevillée. « Léa !» Le cri d'Antoine déchira le silence de la forêt. La forme bougea légèrement, et un visage pâle se tourna vers eux. Même à distance, ils pouvaient voir que ses lèvres étaient bleues de froid. Antoine se précipita vers sa fille, suivi de près par Marc qui avait déjà ouvert son sac médical. Les autres restèrent en retrait, comprenant instinctivement qu'il fallait laisser de l'espace à ce père désespéré. « Papa !» La voix de Léa était à peine audible, un souffle ténu dans l'air glacé. « Tu as trouvé Lune. »
C'est lui qui nous a trouvés, ma chérie, répondit Antoine, enveloppant sa fille dans sa veste tout en la soulevant délicatement du sol. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu... Il ne termina pas sa phrase, trop bouleversé pour exprimer sa peur. Je savais qu'il était revenu, murmura Léa, son regard fiévreux se posant sur le lynx qui se tenait à quelques pas, vigilant. Je l'ai senti. Les médecins disaient que j'étais confuse, mais je savais. Marc s'agenouilla à côté d'eux, prenant immédiatement le pouls de la fillette. « Elle est en hypothermie », annonça-t-il, son professionnalisme prenant momentanément le dessus sur l'émotion. « Il faut la réchauffer et l'évacuer au plus vite. » Claire avait déjà déployé une couverture de survie tandis qu'Émilie et les enfants formaient un cercle protecteur autour de la scène, comme pour la préserver du vent qui commençait à souffler plus fort. « Depuis combien de temps es-tu ici, Léa ?» demanda doucement Émilie, s'agenouillant près de la fillette que son père tenait désormais fermement contre lui. « Je... ne sais pas, » répondit Léa, sa voix un peu plus forte maintenant qu'elle était enveloppée dans la couverture thermique. « J'ai pris le premier bus ce matin, puis j'ai marché. Je voulais voir Lune une dernière fois. Je savais qu'il viendrait ici. » Son regard se tourna vers le lynx qui s'était approché, reniflant délicatement sa main tendue. Il m'a trouvé, mais j'étais trop fatigué pour repartir. Marc, qui prenait la température de Léa et vérifiait ses signes vitaux, échangea un regard inquiet avec Antoine. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Son pouls est faible et sa température corporelle est dangereusement basse. L'hélicoptère, suggéra Claire. C'est notre seule option avec la tempête qui arrive. Antoine acquiesça, sortant déjà son téléphone pour appeler les secours. Mais à sa grande frustration, aucun signal ne passait dans cette cuvette naturelle. « Il faut remonter sur la crête pour capter du réseau », dit-il, son regard alternant entre sa fille et le sommet qu'ils venèrent de descendre. « Je vais y aller », proposa Claire. « Je suis la plus rapide. Donnez-moi le téléphone satellite de l'OFB. » Pendant que Claire se préparait à repartir, Léa tendit une main tremblante vers Lune, qui s'était couchée près d'elle, son corps puissant formant comme un rempart contre le vent. « Tu es blessée », murmura-t-elle, remarquant la tache de sang sur le flanc du lynx. « Ce n'est qu'une égratignure », la rassura Antoine. « Marc le soignera dès que nous t'aurons mise en sécurité. » Un faible sourire éclaira le visage émacié de Léa. « Il est venu me chercher à l'hôpital, tu sais. Je l'ai vu par la fenêtre de ma chambre hier soir. Personne ne me croyait. Il disait que c'était les médicaments qui me faisaient voir des choses. Mais c'était lui, papa. Il m'appelait. » Antoine serra sa fille plus fort, incapable de parler tant l'émotion lui nouait la gorge. L'idée que Lune ait pu parcourir des dizaines de kilomètres pour retrouver Léa, qu'il ait pu la sentir en danger et venir la chercher, c'était au-delà de tout ce qu'il pouvait rationnellement concevoir. Pourtant, le lynx était là, veillant sur sa fille comme il l'avait toujours fait. « Il m'a sauvé encore une fois », chuchota Léa, sa main toujours posée sur la fourrure tachetée de son compagnon. « Comme quand j'étais malade la première fois. » Ses yeux se fermaient par intermittence, la fatigue et l'hypothermie prenant leur tribut. Marc administrait les premiers soins qu'il pouvait avec son équipement limité, mais son expression restait grave. « Reste avec nous, Léa », encouragea Émilie, tenant l'autre main de la fillette. « Claire va bientôt revenir avec les secours. » Lucas, Théo et Élodie s'étaient rapprochés, formant un cercle protecteur autour de Léa et de Lune. Leurs jeunes visages reflétaient un mélange de peur et d'émerveillement face à ce lien inexplicable entre l'enfant et l'animal sauvage. « Tu savais que Lune viendrait te chercher à l'école ?» demanda Lucas, sa curiosité naturelle prenant momentanément le dessus sur l'angoisse de la situation. Léa secoua faiblement la tête. « Non, je pensais qu'il me retrouverait ici. C'est notre endroit spécial. »
Son regard se posa sur le rocher plat. C'est là que papa l'a trouvé, tout petit. Et c'est là que je voulais... Elle ne termina pas sa phrase, mais tous comprirent la terrible implication. Cet enfant, consciente de sa fin prochaine, avait voulu retrouver l'être qui lui avait donné la force de combattre sa maladie une première fois. Elle était venue dire adieu à Lune, dans l'endroit même où leur histoire avait commencé. Soudain, le lynx se redressa, les oreilles dressées. Un lointain battement d'hélice résonnait dans la vallée, à peine perceptible sous le vent qui s'intensifiait. Le bruit des pales d'hélicoptères se rapprochait, de plus en plus distinct malgré le vent qui soufflait maintenant en violentes rafales. Claire réapparut à la lisière de la clairière, haletante après sa course, jusqu'à la crête et retour. « Ils arrivent !» cria-t-elle pour couvrir le vacarme grandissant. L'hélicoptère du SAMU est en approche. Ils ont une équipe médicale à bord. Antoine serra sa fille un peu plus fort contre lui, comme si ce simple geste pouvait la protéger des éléments et de la maladie qui la rongeait. « Tu entends, ma chérie? Les secours arrivent. Tout va bien se passer. » Léa esquissa un faible sourire, ses yeux mi-clos. La couverture de survie crépitait autour d'elle, agitée par le vent qui s'engouffrait dans la clairière, apportant avec lui les premiers flocons d'une nouvelle vague de neige. « Je suis désolée, papa, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas te faire peur. Je voulais juste... » « Chut, ne parle pas, » l'interrompit doucement Antoine. « Garde tes forces. Tu m'expliqueras tout plus tard. » Marc, qui continuait de surveiller attentivement les constantes vitales de Léa, jeta un regard inquiet vers le ciel qui s'assombrissait rapidement. « J'espère qu'ils pourront atterrir malgré la tempête. Les conditions se dégradent rapidement. » Comme pour confirmer ses craintes, la neige commença à tomber plus intensément, les flocons tourbillonnant dans l'air agité. La visibilité diminuait de minute en minute. Émilie s'approcha des 3 enfants qui se tenaient légèrement en retrait, impressionnés par la gravité de la situation. « Ça va aller », leur assura-t-elle, bien qu'elle-même n'en fût pas certaine. « Restez près de moi. » Lucas ne quittait pas des yeux le lynx qui, malgré le bruit assourdissant de l'hélicoptère qui approchait, demeurait stoïquement aux côtés de Léa comme un gardien imperturbable. « Il n'a pas peur du bruit », observa le garçon avec étonnement. « Il ne quittera pas Léa », répondit simplement Élodie, comme si cette explication suffisait à justifier ce comportement extraordinaire. L'hélicoptère apparut enfin au-dessus de la cime des arbres, sa silhouette rouge et blanche se détachant à peine dans le rideau de neige qui s'épaississait. Il tournoya au-dessus de la clairière, cherchant visiblement un endroit pour se poser. « Il y a trop d'arbres », cria Claire pour se faire entendre. « Il ne peut pas atterrir directement ici. » En effet, après plusieurs tentatives d'approche, l'hélicoptère sembla renoncer à un atterrissage dans la clairière même. Il s'éloigna légèrement, disparaissant momentanément derrière la crête. « Où vont-ils » s'inquiéta Antoine, le désespoir perçant dans sa voix. « Ils cherchent probablement un terrain dégagé à proximité », le rassura Marc. « Ils enverront une équipe à pied jusqu'ici. » Quelques minutes plus tard, qui semblèrent une éternité, le talkie-walkie de Claire grésilla. Une voix entrecoupée de parasites leur parvint. « Atterri à 300 mètres. Envoyons équipe médicale. Restez où vous êtes. Balisez la position. » Claire s'empressa de sortir une fusée de détresse de son sac, qu'elle tira immédiatement. Une lueur rouge intense illumina brièvement la clairière, visible malgré les chutes de neige de plus en plus denses. « Ils vont nous trouver », assura-t-elle à Antoine. « Tenez bon. » Léa semblait s'affaiblir de minute en minute. Sa respiration était devenue superficielle et ses yeux restaient fermés plus longtemps entre chaque battement de paupières. Marc ne quittait pas son poignet, vérifiant constamment son pouls. « Son rythme cardiaque est irrégulier », murmura-t-il à Antoine, assez bas pour que les enfants ne l'entendent pas. « Il faut qu'elle soit prise en charge rapidement. » Soudain, Lune se redressa, tous ses sens en alerte.
Ses oreilles pivotèrent dans la direction opposée à celle où l'hélicoptère avait disparu. Un grondement sourd monta de sa gorge. « Qu'est-ce qu'il a détecté ?» chuchota Théo, soudain inquiet. La réponse vint presque immédiatement sous la forme d'un craquement sinistre, suivi d'un grondement qui semblait venir des entrailles même de la montagne. « Avalanche !» cria Claire, son visage reflétant une terreur pure. Antoine serra Léa contre lui dans un geste protecteur instinctif, tandis que Marc scrutait frénétiquement les pentes environnantes. « D'où vient-elle » demanda-t-il avec urgence. « Du versant nord », répondit Claire, pointant vers la direction où le lynx avait orienté son attention. L'hélicoptère a dû la déclencher en volant trop bas. Les conditions étaient déjà instables avec toute cette neige fraîche. Le grondement s'intensifiait, se rapprochant inexorablement. Bien qu'il ne puisse pas voir l'avalanche à travers les arbres denses, il pouvait sentir son approche implacable par les vibrations du sol sous leurs pieds. « La clairière est dans une cuvette », analysa rapidement Antoine. « Si l'avalanche descend le versant nord, elle va nous contourner, mais pas complètement. Il faut trouver un abri, vite !» Son regard balaya désespérément la clairière. Les grands sapins offraient une protection relative, mais insuffisante face à la puissance d'une avalanche. Le rocher central était trop petit pour les abriter tous. C'est alors que l'une s'éloigna brusquement de Léa, bondissant vers la lisière sud de la clairière. Là, il s'arrêta et émit un cri perçant, comme pour les appeler. « Il veut qu'on le suive », comprit immédiatement Lucas. « Il connaît un abri. »« C'est de la folie », protesta Marc. « On ne peut pas faire confiance à un animal sauvage dans une telle situation. » Mais le grondement de l'avalanche qui se rapprochait ne laissait pas place au débat. Antoine, portant Léa dans ses bras, s'élança déjà dans la direction indiquée par le lynx. « Suivez-moi » cria-t-il par-dessus son épaule. Émilie poussa les enfants devant elle, talonnés par Claire et Marc qui avaient rapidement rassemblé son matériel médical. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, suivant l'une qui progressait rapidement malgré sa blessure, s'arrêtant parfois pour s'assurer qu'il le suivait toujours. Le fracas de l'avalanche était assourdissant maintenant, couvrant même leurs cris et le craquement des branches sous leurs pas précipités. La neige tourbillonnante réduisait la visibilité à quelques mètres à peine. « Où nous emmène-t-il » haleta Claire, luttant pour maintenir le rythme dans la neige profonde. Personne n'eut le temps de répondre. L'une avait disparu derrière un enchevêtrement de rochers couverts de mousse et de neige. Antoine s'y engouffra à son tour, et soudain, ils comprirent. Ce qui semblait n'être qu'un amas de rochers était en réalité l'entrée d'une petite grotte naturelle, dissimulée par la végétation et les années d'érosion. L'ouverture était étroite, mais suffisante pour qu'ils puissent s'y glisser un par un. « Vite !» hurla Antoine depuis l'intérieur. Émilie poussa les enfants devant elle, s'assurant qu'ils entraient tous dans l'abri naturel. Claire suivit, puis Marc, qui se faufila dans l'ouverture au moment même où le premier souffle de l'avalanche atteignait leur position, projetant un nuage de neige et de débris à travers la forêt. À l'intérieur de la grotte, ils se blottirent les uns contre les autres, écoutant avec terreur le rugissement de la masse de neige qui dévalait la pente, déracinant des arbres et charriant des rochers sur son passage. Le sol tremblait sous eux, et pendant un moment terrible, ils crurent que la grotte elle-même allait s'effondrer. Puis, progressivement, le vacarme s'atténua. L'avalanche était passée, empruntant principalement le couloir naturel formé par la vallée adjacente, épargnant miraculeusement leur abri de pierre. Un silence surnaturel s'abattit sur la forêt, uniquement troublé par leur respiration haletante et le faible gémissement de Léa. « Tu nous as sauvés, ma fille », murmura Antoine en embrassant le front de son enfant. « Toi et l'une. » La grotte était étroite, mais suffisamment profonde pour les accueillir tous. Marc alluma sa lampe frontale, révélant un espace humide mais protégé des éléments. À leur grande surprise, le sol n'était pas simplement de terre ou de pierre, mais partiellement couvert de brindilles, de feuilles séchées et même de quelques morceaux de fourrure. « C'est une tanière »,
observa Claire avec étonnement, probablement utilisé par Lune lui-même. Le lynx s'était en effet couché près de Léa, que son père avait délicatement posé sur le lit de feuilles improvisées. L'animal semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement, confirmant la théorie de Claire. « Il nous a amenés dans son refuge », murmura Lucas, impressionné. Il savait que nous serions en sécurité ici. Marc reprit immédiatement son rôle de médecin, examinant Léa dont l'état semblait s'être encore détérioré pendant leur fuite précipitée. « Son pouls est très faible », annonça-t-il gravement. « Et sa température continue de baisser malgré la couverture thermique. Il faut absolument la réchauffer. » Claire sortit de son sac une autre couverture de survie qu'elle déplia au-dessus de la fillette. « Il nous faut de la chaleur corporelle. C'est le moyen le plus efficace dans ces conditions. » Antoine n'hésita pas. Il s'allongea à côté de sa fille, l'enveloppant de ses bras. À sa grande surprise, Lune se rapprocha également, pressant son corps chaud contre celui de Léa, de l'autre côté. « Il fait exactement ce qu'il faut », s'étonna Marc, oubliant momentanément son scepticisme face à ce comportement extraordinaire. Émilie s'était assise près de l'entrée de la grotte avec les 3 enfants, les rassurant à voix basse tout en observant la scène avec émotion. « Comment allons-nous prévenir les secours maintenant ?» demanda-t-elle à Claire. « L'avalanche a dû modifier le terrain. Ils ne nous trouveront jamais ici. » Claire vérifia son talkie-walkie, mais l'appareil n'émettait plus que des parasites. La structure rocheuse bloque probablement le signal. Il faudrait que l'un de nous sorte pour établir le contact. Un silence lourd s'installa dans la petite grotte. L'idée que quelqu'un doive s'aventurer dehors, dans le paysage désormais transformé par l'avalanche, sous une tempête de neige qui s'intensifiait, n'enthousiasmait personne. Pourtant, tous savaient que la vie de Léa en dépendait. « J'irai », déclara finalement Claire en se redressant. « Je suis la plus expérimentée en montagne et je connais les protocoles de recherche et sauvetage. » « Non », intervint Antoine, son regard ne quittant pas le visage pâle de sa fille. « C'est trop dangereux. L'avalanche a probablement modifié tous les repères. Tu pourrais te perdre. » « Justement, » insista Claire. « Je sais comment m'orienter même sans visibilité. Et j'ai une balise de détresse dans mon sac. Si j'arrive à atteindre un point dégagé, je pourrais l'activer. » Marc, qui continuait à surveiller les constantes de Léa, hocha gravement la tête. « Claire a raison, Antoine. Léa a besoin de soins médicaux spécialisés rapidement. Ses symptômes dépassent l'hypothermie simple. Sa leucémie complique tout. » Antoine ferma les yeux un instant, tiraillé entre la peur de perdre sa collègue dans la tempête et l'urgence de sauver sa fille. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. « D'accord, mais sois extrêmement prudente, et prends ceci. » Il lui tendit un petit pendentif qu'il portait autour du cou. « C'est un porte-bonheur que Léa m'a fait. Elle dit qu'il protège des dangers de la forêt. » Claire accepta l'objet avec solennité, comprenant sa valeur symbolique. Puis elle commença à se préparer, enfilant des couches supplémentaires et vérifiant son équipement. Pendant ce temps, les 3 enfants s'étaient rapprochés de Léa et de Lune. Le lynx, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un animal sauvage, ne manifestait aucun signe d'agressivité face à leur proximité. Au contraire, il semblait comprendre instinctivement l'importance de sa chaleur corporelle pour la survie de la fillette. « On dirait qu'il sait exactement ce qu'il fait », murmura Élodie, fascinée par ce comportement extraordinaire. « C'est comme s'il était son médecin personnel », ajouta Théo. Lucas, quant à lui, observait intensément la scène, son jeune esprit analysant chaque détail. « Regardez comme il est positionné, » dit-il soudain. Il s'est placé de façon à ce que sa fourrure la plus épaisse soit contre Léa, et il contrôle sa respiration pour créer un rythme régulier. Marc, surpris par cette observation pertinente, se pencha pour vérifier. Effectivement,
Le lynx avait adopté une position qui maximisait le transfert de chaleur et sa respiration s'était synchronisée avec celle, plus faible, de Léa. C'est remarquable, admit-il. Je n'ai jamais rien vu de tel, même chez les animaux domestiques les plus dévoués. Émilie s'approcha à son tour, prenant délicatement la main de Léa dans la sienne. « Tiens bon, ma grande », murmura-t-elle. « Les secours vont arriver bientôt. » La fillette entr'ouvrit légèrement les yeux à ces mots, un faible sourire étirant ses lèvres bleuies par le froid. « Madame Rousseau, vous êtes venue aussi. »« Bien sûr, » répondit Émilie, la gorge serrée par l'émotion. « Nous sommes tous venus te chercher. L'une nous a guidés jusqu'à toi. » Le regard de Léa se tourna vers le lynx couché contre elle. Elle leva une main tremblante pour caresser son pelage. « Je savais que tu viendrais, » chuchota-t-elle à l'animal. « Tu as toujours su quand j'avais besoin de toi. » Antoine, qui n'avait pas quitté sa fille d'une semelle, essuya discrètement une larme. « Léa, pourquoi as-tu quitté l'hôpital? Tu savais que c'était dangereux. » La fillette prit une respiration laborieuse avant de répondre. « Les médecins, ils ont dit que c'était fini, que les traitements ne marchaient plus. Ils parlaient comme si je n'étais pas là. » Une quinte de toux l'interrompit brièvement. Je ne voulais pas partir toute seule dans une chambre d'hôpital. Je voulais être avec l'une, une dernière fois, dans notre endroit. Ces mots provoquèrent un silence lourd de sens. Même les enfants semblaient comprendre la gravité de cette confession. « Tu ne partiras pas, ma chérie, » promit Antoine, bien qu'il sût au fond de lui que certaines promesses dépassaient son pouvoir. « Pas aujourd'hui, pas comme ça. » Claire, maintenant prête à affronter la tempête, s'agenouilla brièvement près de Léa. « Je vais chercher de l'aide. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse, Léa Mercier. Alors accroche-toi, d'accord ?» Léa hocha faiblement la tête. Claire échangea un dernier regard avec le reste du groupe, puis se glissa par l'étroite ouverture de la grotte, disparaissant presque immédiatement dans le rideau blanc de la tempête. Dans l'abri rocheux, l'attente commença, chaque minute semblant s'étirer indéfiniment. Marc continuait ses soins basiques, mais son visage trahissait son inquiétude grandissante. L'état de Léa fluctuait dangereusement, des moments de lucidité alternant avec des périodes d'inconscience. Pour occuper les enfants et éviter qu'ils ne cèdent à la panique, Émilie décida d'engager une conversation. « Lucas, Élodie, Théo, » commença-t-elle doucement. « Savez-vous que les lynx sont parmi les animaux les plus mystérieux de nos forêts ?» Lucas hocha la tête, heureux de partager ses connaissances. « Ils peuvent entendre une souris sous la neige à plus de 20 mètres, et leurs pattes sont comme des raquettes naturelles qui leur permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. »« Exactement, » sourit Émilie. « Et savez-vous qu'ils sont extrêmement territoriaux ? Un lynx mâle adulte défend un territoire qui peut faire jusqu'à 300 km². Alors comment l'une a-t-il pu retrouver Léa à l'hôpital ? Demanda Théo, perplexe. Grenoble est loin d'ici, non ? Cette question ramena l'attention sur le mystère central de toute cette aventure. Le lien extraordinaire entre Léa et l'une, qui semblait défier toute explication rationnelle. Antoine, qui écoutait la conversation tout en tenant sa fille contre lui, intervint. Il y a des choses que la science n'explique pas encore. Quand Léa était en traitement la première fois, les médecins étaient stupéfaits de voir comment son corps répondait mieux quand l'une était près d'elle. Ils ont fait des tests, mesuré ses constantes avec et sans la présence du lynx. Les résultats étaient clairs. Son système immunitaire se renforçait en sa présence. Comme une thérapie assistée par les animaux, suggéra Émilie. Bien plus que ça, répondit Antoine, son regard se perdant dans ses souvenirs. Un jour, Léa a eu une crise particulièrement violente. Sa fièvre montait en flèche. Les médecins s'agitaient autour d'elle. J'étais désespéré. Et puis l'une, qui n'était encore qu'un jeune lynx à l'époque, s'est échappée de notre maison. Il a parcouru 8 kilomètres,
traversé un village entier sans être vu et s'est introduit dans l'hôpital. Personne ne sait comment il a fait. Ils l'ont trouvé couché sur le lit de Léa, ronronnant contre sa poitrine. Le lendemain matin, sa fièvre avait disparu. Un silence respectueux accueillit cette histoire. Même Marc, le vétérinaire sceptique, semblait impressionné. « Vous pensez qu'il peut vraiment la guérir ?» demanda Élodie, ses yeux brillants d'espoir enfantin. Antoine soupira. « Je ne sais pas, ma petite. La première fois, peut-être. Mais maintenant, la maladie est revenue plus forte. Les médecins disent qu'elle a développé une résistance au traitement. » À cet instant, Lune émit un son étrange, presque comme un roucoulement, en pressant sa tête contre le cou de Léa. La fillette, qui semblait inconsciente depuis quelques minutes, réagit à ce contact, murmurant quelque chose d'inaudible. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Marc en se penchant. Antoine secoua la tête, incapable de distinguer les paroles de sa fille. Mais Lune semblait avoir compris. Le lynx se redressa légèrement, léchant doucement la joue de Léa, avant de fixer Antoine de ses yeux ambrés, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important. « Il veut nous dire quelque chose », affirma Lucas avec conviction. « Regardez comme ses oreilles bougent. » En effet, les oreilles à pinceau du lynx s'orientaient constamment, captant des sons imperceptibles pour les humains. Soudain, il se leva complètement, s'éloignant à regret de Léa pour se diriger vers l'entrée de la grotte. « Où va-t-il » s'inquiéta Théo. Antoine se tendit. Il a entendu quelque chose, peut-être les secours. Marc se précipita vers l'ouverture, essayant d'apercevoir quelque chose à travers le rideau de neige. « Je ne vois rien, mais le vent a un peu faibli. » Lune émit un autre son plus urgent cette fois, puis fit quelques pas à l'extérieur avant de revenir, comme s'il les invitait à le suivre. « Il veut qu'on sorte ?» demanda Émilie, incrédule. « Mais c'est trop dangereux, surtout pour Léa. » Antoine hésitait, déchiré entre sa confiance en cet animal qui avait tant de fois prouvé son intelligence extraordinaire et sa peur de mettre sa fille en danger. Léa était si fragile, si vulnérable. L'exposer à nouveau au froid et à la neige pourrait lui être fatal. « Je ne comprends pas », murmura-t-il, regardant tour à tour sa fille et le lynx qui continuait ses allers-retours insistants entre l'intérieur de la grotte et l'extérieur. Marc s'approcha de l'entrée, tendant l'oreille. « Je n'entends rien à cause du vent, mais si les secours sont à proximité, nous devons nous manifester. » « Et si ce n'était pas les secours ?» objecta Émilie. « Si c'était un autre danger, une seconde avalanche, ou... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais tous comprirent sa crainte. Lune, cependant, semblait de plus en plus agitée, comme si l'urgence de la situation dépassait leurs hésitations humaines. Ce fut Lucas qui brisa l'impasse. « Madame, dit-il en s'adressant à Émilie, je crois que Lune essaie de nous dire quelque chose d'important. Il ne nous mettrait pas en danger, pas après nous avoir sauvés de l'avalanche. Je suis d'accord, renchérit Théo. Il veut nous aider. » Antoine regarda une dernière fois le visage pâle de sa fille, puis prit sa décision. « Marc, est-ce que Léa peut être déplacée ?» Le vétérinaire fit une moue dubitative. « Son état est précaire, mais stable pour le moment. Si nous pouvons la garder au chaud et minimiser les secousses, je vais y aller d'abord, » proposa Antoine. « Voir ce que Lune veut nous montrer. S'il y a un danger, ou si c'est trop loin, je reviendrai immédiatement. » Mais à ces mots, Lune émit un grondement de protestation, s'approchant de Léa et lui donnant un petit coup de museau, comme pour indiquer qu'elle devait venir aussi. « Il insiste pour que Léa vienne », traduisit Élodie, comme si elle comprenait parfaitement le langage du félin. Antoine secoua la tête, partagé entre incrédulité et émerveillement face à la persistance de l'animal. « D'accord, mais nous devons être extrêmement prudents. » Avec une délicatesse infinie, il souleva sa fille,
toujours enveloppée dans les couvertures thermiques. Marc l'aida à l'installer confortablement dans ses bras, veillant à ce que chaque mouvement soit aussi doux que possible. « Je vais porter ton sac, Marc, » proposa Émilie. « Comme ça, tu pourras aider Antoine si nécessaire. » Les 3 enfants se préparèrent également, resserrant leurs vêtements et s'assurant que leur capuche était bien en place. Malgré la situation périlleuse, une excitation palpable les animait, comme si l'aventure extraordinaire qu'ils vivaient transcendait la peur. « Restez groupés, » recommanda Marc. « Ne vous éloignez jamais de notre vue. » Puis, ensemble, ils franchirent l'entrée étroite de la grotte, se retrouvant dans un monde transformé par l'avalanche et la tempête. La neige tombait toujours, mais moins violemment qu'auparavant. Le paysage était méconnaissable. Là où se trouvait auparavant une forêt dense, s'étendait maintenant une large bande de terrain ravagé, parsemée d'arbres déracinés et de rochers déplacés. L'une ne leur laissa pas le temps d'assimiler ce spectacle de désolation. Avec une détermination renouvelée, il s'élança à travers la neige, s'arrêtant fréquemment pour s'assurer qu'il le suivait. « Il nous emmène vers la crête », observa Marc, après quelques minutes de progression difficile, là où Claire est partie. En effet, il montait progressivement, suivant un chemin sinueux qui semblait éviter les zones les plus dangereuses. L'une choisissait son itinéraire avec une intelligence remarquable, testant parfois la stabilité du sol avant de les laisser avancer. Léa restait inconsciente dans les bras de son père, mais sa respiration semblait légèrement plus régulière, comme si le mouvement même avait un effet positif sur elle. « Comment va-t-elle » demanda Émilie, inquiète de ne pas voir la fillette réagir. « Son pouls est faible mais stable », répondit Antoine, son regard ne quittant jamais le visage de sa fille. « Je sens sa respiration contre mon cou. » Ils progressèrent ainsi pendant une dizaine de minutes, luttant contre le vent qui soufflait par rafales et la neige qui rendait chaque pas incertain. Les enfants montraient une résistance surprenante, puisant dans leurs réserves d'énergie avec la résilience propre à leur âge. Soudain, l'une s'immobilisa au sommet d'une petite élévation, ses oreilles dressées, scrutant l'horizon. Ils le rejoignirent, essoufflés par l'effort, et comprirent immédiatement ce que le lynx avait détecté. À environ 200 mètres en contrebas, des lumières perçaient l'obscurité grandissante du soir d'hiver. Des voix leur parvenaient, portées par le vent, ainsi que le bruit caractéristique d'un hélicoptère au sol, ses pales tournant au ralenti. « Les secours !» s'exclama Théo, incapable de contenir sa joie. « Claire a réussi !» murmura Marc avec soulagement. Elle les a conduits jusqu'ici. Antoine sentit ses jambes vaciller sous le poids de l'émotion et de la fatigue accumulée. « On y est presque, ma chérie », chuchota-t-il à l'oreille de Léa. « Tiens bon. » L'une observait la scène avec ce qui semblait être de la satisfaction, comme s'il comprenait parfaitement l'importance de sa découverte. Puis, sans avertissement, il émit un cri puissant, bien plus fort que tous ceux qu'il lui avait entendu produire jusqu'alors. Ce son, à mi-chemin entre le rugissement et le hurlement, résonna dans la vallée enneigée. Les conversations en contrebas s'interrompirent brusquement, et plusieurs faisceaux lumineux balayèrent la pente dans leur direction. « Ici !» cria Antoine, sa voix portée par l'adrénaline. « Nous sommes ici !» Émilie et les enfants se joignirent à lui, agitant leurs bras et criant à l'unisson. Marc sortit sa lampe frontale et l'alluma, faisant des signaux lumineux réguliers. En bas, l'activité s'intensifia. Plusieurs personnes commencèrent à monter dans leur direction, progressant difficilement mais résolument à travers la neige profonde. « Ils nous ont vus », confirma Marc avec soulagement. « Ils viennent. » Antoine serra sa fille plus fort contre lui, sentant une vague d'espoir le submerger pour la première fois depuis des heures. « Tu entends, Léa ? Les secours arrivent. Tout ira bien maintenant. » À sa grande surprise, Léa ouvrit légèrement les yeux. Son regard était vitreux, mais conscient. « Lune, murmura-t-elle.
Comme s'il avait entendu son nom, le lynx s'approcha, frottant doucement sa tête contre la main pendante de la fillette. « Il est là », la rassura Antoine. « Il ne t'a pas quitté. C'est lui qui a trouvé les secours. » Un faible sourire éclaira le visage émacié de Léa. « Je savais qu'il nous sauverait. » Les premiers secouristes les atteignirent en moins de 10 minutes, équipés de matériel médical d'urgence et de brancards spéciaux adaptés au terrain accidenté. Parmi eux, Claire, le visage marqué par l'effort et le froid, mais illuminé par le soulagement. « Vous êtes sortis de la grotte », constata-t-elle, surprise. « Comment avez-vous su que nous étions là ?» Antoine désigna Lune du menton. « C'est lui qui nous a guidés. Il a entendu l'hélicoptère ou vos voix bien avant nous. » Claire secoua la tête, stupéfaite. « C'est incroyable. » L'équipe médicale prit immédiatement en charge Léa. Un médecin du SAMU Montagne l'examina rapidement, son visage trahissant la gravité de la situation malgré son professionnalisme. « Il faut l'évacuer d'urgence », déclara-t-il. « Son état est critique. Hypothermie sévère compliquée par sa condition préexistante. » Ils installèrent Léa sur un brancard spécial, l'enveloppant dans des couvertures chauffantes et lui administrant de l'oxygène. Antoine ne quittait pas sa main, comme si ce simple contact pouvait la retenir dans le monde des vivants. « Vous pouvez l'accompagner dans l'hélicoptère », lui assura le médecin. « Il y a de la place pour un parent. » Antoine hocha la tête, reconnaissant, mais son regard chercha Lune. Le lynx se tenait légèrement à l'écart, observant les opérations de sauvetage avec une intensité déconcertante. « Et lui ?» demanda-t-il, désignant l'animal. « Il doit venir aussi. Il est important pour Léa. » Le médecin suivit son regard, fronçant les sourcils. « Un lynx dans l'hélicoptère ? C'est impossible, monsieur. C'est un animal sauvage, potentiellement dangereux. » « Non, » intervint Lucas avec la conviction inébranlable de l'enfance. « Lune n'est pas dangereux. Il a sauvé Léa. Il nous a tous sauvés. » Marc s'avança, son autorité professionnelle donnant du poids à ses paroles. « Cet animal présente un comportement extraordinaire. Je suis vétérinaire et je peux vous assurer qu'il ne représente aucun danger. Au contraire, sa présence semble avoir un effet positif sur l'état de la fillette. » Un débat rapide s'ensuivit entre les secouristes, le médecin hésitant entre protocole et circonstances exceptionnelles. Finalement, ce fut Claire qui trancha la question. « J'ai vu ce lynx guider intentionnellement des humains jusqu'à une enfant blessée, puis les conduire à l'abri d'une avalanche et enfin les mener au secours, » déclara-t-elle fermement. « Si quelqu'un doute encore de son intelligence ou de ses intentions, qu'il propose une meilleure explication pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » Personne ne releva le défi. Le médecin, après un moment de réflexion, céda. « D'accord. L'animal peut venir, mais dans une cage de transport, pour la sécurité de tous pendant le vol. » La cage de transport posait un problème inattendu. Lune refusait catégoriquement d'y entrer. Ce n'était pas un refus agressif, mais une réticence obstinée. À chaque tentative, le lynx reculait et se rapprochait du brancard où reposait Léa, comme s'il comprenait que cette séparation, même temporaire, pourrait être fatale pour la fillette. « On perd un temps précieux », s'impatienta le médecin, consultant sa montre avec inquiétude. L'état de la petite se dégrade. Marc, qui observait le comportement du lynx avec un intérêt professionnel, suggéra une alternative. Et si on permettait à l'animal de rester près de la fillette pendant le transport, il pourrait être attaché par une longe de sécurité et je resterais à côté pour le surveiller. Le pilote de l'hélicoptère, qui avait rejoint la discussion, secoua la tête. C'est contre tous les protocoles. Un animal sauvage en liberté dans la cabine représente un risque inacceptable. Antoine, déchiré entre l'urgence de soigner sa fille et l'évidente nécessité de la présence de Lune, s'agenouilla près du lynx. « S'il te plaît, » murmura-t-il, se sentant presque ridicule de supplier un animal. « Elle a besoin de toi, mais tu dois entrer dans cette cage, juste pour le vol. »
Contre toute attente, Lune sembla réfléchir à ces paroles. Il fixa Antoine de ses yeux ambrés, puis, dans un geste qui laissa tous les témoins stupéfaits, s'approcha du brancard et posa délicatement sa patte sur la main de Léa. La fillette, bien qu'à peine consciente, réagit à ce contact. Ses doigts se refermèrent faiblement autour de la patte du lynx et un murmure s'échappa de ses lèvres pâles. « Reste avec moi ». Ce moment de connexion profonde toucha même les secouristes les plus endurcis. Le médecin, visiblement ébranlé, proposa un compromis. « Voilà ce qu'on va faire. L'animal voyagera dans la cage, mais celle-ci sera placée directement à côté du brancard, avec une ouverture permettant un contact entre la fillette et le lynx. C'est le mieux que je puisse offrir. » Antoine acquiesça, reconnaissant. « Merci. Je pense que ça fonctionnera. » À la surprise générale, Lune sembla comprendre cet arrangement. Lorsque la cage fut positionnée près du brancard de Léa, il y entra de lui-même, s'installant de façon à pouvoir maintenir un contact visuel et physique avec la fillette à travers les barreaux. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura un des secouristes. Tandis que l'équipe préparait l'évacuation, Émilie s'approcha d'Antoine. « Nous allons redescendre à pied avec les enfants et Claire », expliqua-t-elle. « Marc vous accompagne pour s'occuper de Lune. Nous vous retrouverons à l'hôpital dès que possible. » Antoine la serra brièvement dans ses bras. « Merci, Émilie, pour tout, sans toi, sans tes élèves. » Il ne put achever sa phrase, submergé par l'émotion. Émilie hocha simplement la tête, comprenant ce qu'il ne pouvait exprimer. Lucas, Théo et Élodie vinrent faire leurs adieux à Léa et à Lune, chacun murmurant des encouragements à la fillette inconsciente et adressant un regard respectueux au lynx qui les avait guidés à travers tant de dangers. « Tu vas guérir, Léa », affirma Lucas avec la conviction inébranlable de l'enfance. « Lune ne te laissera pas partir. » Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère s'élevait dans le ciel assombri, emportant Léa, Antoine, Marc et Lune vers l'hôpital universitaire de Grenoble, laissant derrière lui le reste du groupe qui entamait sa descente à pied, escorté par les secouristes. Dans la cabine vibrante de l'hélicoptère, le temps semblait suspendu. Le médecin et l'infirmier s'affairaient autour de Léa, lui administrant des soins d'urgence, tandis qu'Antoine, assis à côté, tenait la main de sa fille, son regard alternant entre son visage pâle et le lynx qui ne la quittait pas des yeux. Marc, installé près de la cage, observait avec fascination l'attitude de Lune. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un animal sauvage, confronté au bruit assourdissant et aux vibrations d'un hélicoptère, le lynx restait parfaitement calme, comme si la proximité de Léa transcendait toute peur ou stress. « Son pouls se stabilise », annonça soudain l'infirmier, surpris. « C'est inattendu. » Le médecin vérifia lui-même les constantes de Léa, fronçant les sourcils devant ce qu'indiquaient les appareils. Sa température remonte légèrement aussi. C'est comme si... Il s'interrompit, son regard se posant sur la patte du lynx qui, à travers les barreaux de la cage, touchait le bras de la fillette. Un contact minime, et pourtant... « C'est impossible », murmura-t-il. 30 minutes plus tard, l'hélicoptère se posait sur le toit de l'hôpital universitaire de Grenoble. Une équipe médicale attendait déjà, prête à prendre en charge Léa. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, révélant non seulement une enfant gravement malade, mais aussi un lynx en cage, la confusion fut totale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama le chef du service de pédiatrie oncologique qui dirigeait l'équipe d'accueil. Le médecin du SAMU, descendant le premier, expliqua rapidement la situation. Des murmures incrédules s'élevèrent parmi le personnel médical, mais face à l'état critique de Léa, les protestations furent mises en suspens. L'animal reste dans sa cage et sous surveillance constante, trancha le chef de service. Nous discuterons de cette situation inhabituelle une fois la patiente stabilisée. Léa fut immédiatement transférée en soins intensifs, sa cage thoracique désormais équipée d'électrodes surveillant chaque battement de son cœur fragile,
des perfusions multiples alimentant son corps épuisé. Antoine fut autorisé à rester à ses côtés, tandis que Marc, avec sa cage contenant Lune, fut dirigé vers une salle adjacente. « Non !» intervint fermement Antoine lorsqu'il comprit qu'on allait séparer Lune de Léa. « Le lynx doit rester près d'elle. C'est vital. »« Monsieur Mercier, » répondit le médecin avec une patience forcée, « je comprends votre attachement à cet animal, mais nous sommes dans un service de soins intensifs. Les règles d'hygiène et de sécurité sont non négociables. »« Docteur, » intervint Marc, « je suis vétérinaire. Cet animal présente un comportement extraordinaire et plus important encore, il semble avoir un effet physiologique réel sur l'état de Léa. Pendant le vol, ses constantes se sont améliorées uniquement lorsqu'il était en contact avec elle. » Le médecin hésita, partagé entre son scepticisme professionnel et l'urgence de la situation. « C'est scientifiquement impossible. »« Peut-être, » admit Marc, « mais j'ai vu des choses aujourd'hui qui défient toute explication rationnelle. Cet animal a guidé intentionnellement des humains à travers une forêt enneigée, les a protégés d'une avalanche et les a conduits au secours. Tout cela pour sauver cet enfant. » Un silence s'installa, lourd de doutes et de questions sans réponse. Finalement, le chef de service soupira. « Très bien, l'animal peut rester, mais dans sa cage, et uniquement parce que l'état de la patiente est critique. Je veux un vétérinaire présent en permanence et des analyses sanitaires complètes de cette bête. » Cette concession, bien que temporaire, était une victoire. La cage de Lune fut installée près du lit de Léa, permettant au lynx de maintenir ce contact mystérieux qui semblait transcender les limites entre espèces. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités médicales, d'examens, de consultations. L'équipe soignante, initialement méfiante face à la présence de Lune, fut progressivement intriguée par son comportement remarquable et son calme absolu dans cet environnement chaotique. Plus troublant encore, les médecins ne pouvaient ignorer les fluctuations des constantes vitales de Léa qui semblaient corrélées à la proximité du lynx. Lorsqu'une infirmière, par inadvertance, déplaça la cage de quelques mètres pour nettoyer, la saturation en oxygène de Léa chuta immédiatement, remontant dès que le contact fut rétabli. « C'est fascinant », admit le docteur Moreau, oncologue pédiatrique, observant les données sur les moniteurs. Il semble y avoir une forme de résonance physiologique entre eux, comme si leur système nerveux était synchronisé. Antoine, épuisé mais refusant de quitter le chevet de sa fille, écoutait ces discussions scientifiques avec un mélange d'espoir et de résignation. Quand Léa était en rémission, les médecins parlaient de miracle médical. Personne ne voulait considérer que Lune puisse être ce miracle. Au fil des heures, la nouvelle de ce lynx qui veillait sur une enfant mourante se répandit dans l'hôpital, attirant l'attention de médecins d'autres services, de chercheurs et même de journalistes qui commençaient à s'agglutiner devant l'établissement. Claire et Émilie arrivèrent en début de soirée avec les 3 enfants, dont les parents, informés de la situation extraordinaire, avaient donné leur permission pour cette visite hors norme. Ils trouvèrent Antoine dans le couloir, en discussion animée avec plusieurs médecins et un représentant de l'Office français de la biodiversité. « La loi est claire », insistait ce dernier. « Un lynx est une espèce protégée. Il ne peut être détenu par un particulier, quelle que soit la circonstance. »« Cet animal est en train de sauver ma fille », répliqua Antoine, la voix brisée par l'émotion et l'épuisement. Les médecins eux-mêmes ne comprennent pas comment, mais ils le constatent. « Je comprends votre détresse, monsieur Mercier, mais... » « Non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit Antoine. « Si vous séparez Lune de Léa maintenant, vous la condamnez. » Émilie s'avança, prenant spontanément la défense d'Antoine. « J'ai été témoin de choses incroyables aujourd'hui. Ce lynx a sauvé non seulement Léa, mais aussi toute ma classe. Il nous a guidés à travers une tempête, nous a protégés d'une avalanche. Ce n'est pas un animal ordinaire. » Les 3 enfants,
intimidés par l'environnement hospitalier mais portés par leurs convictions, ajoutèrent leurs témoignages, décrivant avec la candeur de l'enfance les actions extraordinaires de l'une. Le représentant de l'OFB, visiblement mal à l'aise, se retrouvait dans une position délicate. « Je dois appliquer la loi, mais je reconnais que cette situation est sans précédent. Je propose un compromis. L'animal reste ici tant que l'état de la fillette l'exige, sous surveillance constante. Ensuite, nous réévaluerons la situation. » Les jours qui suivirent prirent une dimension presque irréelle. L'histoire de Léa et de Lune se répandit bien au-delà des murs de l'hôpital, captivant l'imagination du public et divisant la communauté scientifique. Des journalistes campaient devant l'établissement, des chercheurs sollicitaient des entretiens, et les réseaux sociaux s'enflammaient autour de ce qu'on appelait désormais le miracle du lynx. Dans la chambre d'hôpital transformée pour accueillir cet improbable duo, une bataille silencieuse se livrait contre la maladie. Léa oscillait entre conscience et inconscience, son corps épuisé luttant contre la leucémie qui avait résisté à tous les traitements conventionnels. Lune, désormais autorisée à sortir de sa cage sous stricte surveillance, ne quittait jamais son chevet, alternant entre périodes de repos contre elle et moments de vigilance intense où il semblait scruter quelque chose d'invisible dans l'air autour de la fillette. Antoine avait établi son campement permanent dans un coin de la chambre, refusant de partir même pour quelques heures. Marc se relayait avec d'autres vétérinaires, fascinés par le comportement extraordinaire de Lune. Émilie venait quotidiennement après sa classe, souvent accompagnée de Lucas, Élodie et Théo qui avaient obtenu une autorisation spéciale pour ces visites hors normes. Le 5e jour apporta un tournant inattendu. Le professeur Gabrielle Laurent, éminente chercheuse en immunologie et spécialiste des thérapies alternatives, demanda à rencontrer Antoine après avoir entendu parler du cas. « Monsieur Mercier », commença-t-elle dans le petit bureau où on les avait installés, « ce que vous vivez avec votre fille et ce lynx défie nos paradigmes médicaux actuels, mais n'est peut-être pas aussi inexplicable qu'il y paraît. » Antoine la dévisagea, méfiant mais désespérément en quête d'espoir. « Que voulez-vous dire ? Mon équipe étudie depuis des années ce que nous appelons les résonances bioélectriques entre organismes vivants. En termes simples, certains êtres vivants peuvent entrer en synchronisation physiologique profonde, particulièrement en situation de stress ou de besoin extrême. » Elle ouvrit son ordinateur, montrant des graphiques complexes. « Les relevés effectués sur votre fille et le lynx montrent des patterns similaires à ceux que nous avons observés dans nos recherches. C'est comme si leurs systèmes immunitaires communiquaient. « Pouvez-vous sauver ma fille ?» demanda Antoine, allant droit à l'essentiel. Le visage de la scientifique s'adoucit. « Je ne peux pas promettre cela, mais je voudrais tenter une approche expérimentale en utilisant cette connexion unique comme vecteur thérapeutique. » Le traitement proposé par le professeur Laurent était révolutionnaire. Utiliser des cellules prélevées sur Lune, spécifiquement adaptées, pour créer une immunothérapie personnalisée pour Léa. La théorie suggérait que le lien particulier entre eux pourrait faciliter l'acceptation de ce traitement par le corps de la fillette là où d'autres avaient échoué. C'est fou, mais... « Nous n'avons plus rien à perdre », murmura Antoine après avoir écouté les explications détaillées. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités médicales, de prélèvements, d'analyses. Lune se soumit aux procédures avec une docilité stupéfiante, comme s'il comprenait l'enjeu de ces manipulations. Les enfants de la classe d'Émilie, maintenant retournés à une vie scolaire presque normale, avaient créé une immense fresque représentant leur aventure dans la montagne qu'ils avaient fait livrer à l'hôpital pour décorer la chambre de Léa. 2 semaines après le début du traitement expérimental, un matin de février, où le soleil hivernal inondait la chambre d'hôpital, Léa ouvrit les yeux avec une clarté qu'on ne lui avait pas vue depuis des mois. « Papa », dit-elle d'une voix faible mais distincte, « j'ai fait un rêve étrange. » Antoine,
qui somnolait dans un fauteuil à côté du lit, se redressa brusquement. « Léa, ma chérie, tu es réveillée. » La fillette sourit faiblement, sa main cherchant instinctivement la fourrure de Lune qui reposait contre elle. J'ai rêvé que Lune et moi, nous étions dans une forêt lumineuse. Il me montrait comment chasser, comment sentir le vent, comment vivre vraiment. Antoine caressa doucement les cheveux de sa fille, trop ému pour parler. « Ce n'était pas vraiment un rêve, n'est-ce pas, papa ?» poursuivit Léa, une sagesse étrange brillant dans son regard. Lune me montrait comment être forte, comment combattre. Les jours suivants confirmèrent ce que les médecins n'osaient encore appeler une rémission. Les valeurs sanguines de Léa s'amélioraient progressivement, sa fièvre disparaissait et son appétit revenait. Le traitement expérimental semblait fonctionner là où tous les protocoles conventionnels avaient échoué. Nous ne comprenons pas entièrement le mécanisme, admit le professeur Laurent lors d'une réunion avec l'équipe médicale. Mais les cellules modifiées du lynx semblent avoir créé une sorte de guide pour le système immunitaire de Léa, lui montrant comment combattre les cellules cancéreuses qu'il ne reconnaissait plus. Un mois après son arrivée dramatique à l'hôpital, Léa fut autorisée à quitter les soins intensifs pour une chambre standard. Sa rémission, bien que fragile, se confirmait jour après jour. La question du sort de Lune, temporairement mise en suspens face à l'urgence médicale, revenait maintenant sur le devant de la scène. Une conférence extraordinaire fut organisée, réunissant représentants du ministère de l'Environnement, de l'Office français de la biodiversité, éthologues, vétérinaires et médecins. Antoine y assista, accompagné d'Émilie dont le témoignage était jugé précieux. « Nous sommes face à un cas sans précédent », introduisit la représentante ministérielle. Un lynx boréal, espèce strictement protégée, qui a démontré un niveau d'intelligence et d'empathie jamais documenté et qui semble avoir joué un rôle crucial dans la guérison d'une enfant. Les débats furent animés, les opinions divergentes. Certains plaidaient pour un retour à l'état sauvage, arguant que la place de Lune était dans son habitat naturel. D'autres soulignaient que l'animal, élevé partiellement en captivité, n'avait probablement pas les compétences nécessaires pour survivre seul. La relation exceptionnelle avec Léa compliquait encore l'équation. Finalement, une solution innovante émergea. La création d'un programme spécial de réhabilitation adapté, permettant à Lune de vivre dans un vaste enclos naturel au sein du parc national, tout en maintenant un contact régulier avec Léa pendant sa convalescence. À terme, une réintroduction progressive dans la nature serait envisagée, mais sans jamais rompre complètement le lien avec la fillette. Ce n'est pas conventionnel, admit le directeur de l'OFB, mais rien dans cette histoire ne l'est. Nous créons un précédent, certes, mais un précédent basé sur une réalité scientifique nouvelle, la possibilité d'une connexion interspécifique profonde au bénéfice mutuel. Le jour où Léa quitta définitivement l'hôpital, 3 mois après y être entrée mourante, une petite cérémonie improvisée réunit tous les acteurs de cette histoire extraordinaire. La classe d'Émilie au complet était venue accueillir leurs camarades désormais célèbres. Les médecins, les scientifiques, les agents de l'OFB, même les journalistes qui avaient suivi l'affaire, tous étaient là pour ce moment symbolique. Léa, encore frêle mais avec des couleurs retrouvées, marchait lentement, s'appuyant sur le bras de son père. À ses côtés, tenue par une longe spéciale mais sans cage, Lune avançait fièrement, ses yeux ambrés scrutant la foule avec une intelligence qui ne faisait plus débat. « Tu es prête pour ta nouvelle vie ?» demanda Antoine à sa fille, alors qu'ils approchaient des portes de l'hôpital. Léa sourit, un sourire qui portait une sagesse nouvelle, forgée dans l'épreuve et dans cette connexion mystérieuse avec un être d'une autre espèce. « Nous sommes prêts, » répondit-elle, incluant naturellement Lune dans sa réponse. « Nous avons encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre. » Émilie, qui les attendait à la sortie avec Lucas,
Élodie et Théo, ne put retenir son émotion en voyant ce duo improbable qui avait bouleversé tant de certitudes. « Vous reviendrez nous voir en classe ?» demanda Lucas, exprimant la pensée de tous ses camarades. Léa échangea un regard complice avec son père, puis avec Lune qui semblait attentif à la conversation. « Bien sûr, nous avons une histoire à raconter, n'est-ce pas? L'histoire d'un lynx sauvage qui est entré dans une salle de classe et qui a changé nos vies pour toujours. » Alors qu'ils s'éloignaient vers la nouvelle vie qui les attendait, personne ne pouvait nier la beauté de ce tableau. Une enfant sauvée par un animal sauvage, un père redécouvrant l'espoir, des enfants témoins d'un miracle et des scientifiques humbles face au mystère que la nature conserve jalousement. Cette histoire naît dans le froid d'une journée d'hiver, lorsqu'un lynx avait poussé la porte d'une salle de classe, continuerait longtemps à réchauffer les cœurs et à rappeler que les liens les plus profonds transcendent parfois les frontières entre espèces, défiant notre compréhension mais élargissant notre vision du monde.